Lorsque Claude apprend qu'il est atteint d'une maladie incurable, le sol semble se dérober sous ses pieds. La nouvelle a eu l'effet d'un coup de massue, bouleversant toute son existence. Alors qu'il se sentait invincible, toujours actif et en bonne santé, la réalité implacable de son état de santé s'impose à lui, entraînant avec elle une peur profonde de la mort. Lorsqu'il rentre chez lui après son rendez-vous, Claude trouve sa femme, Élise, assise sur le canapé. Elle était distraite, feuilletant un magazine, et leur fils Lucien jouait à des jeux vidéo dans la pièce voisine. Claude, la voix tremblante, appela Élise pour lui parler. « Élise, il faut que je te parle. » « C'est grave, dit-il en essayant de rester calme. Elle lève la tête, remarque la gravité de son ton et le suit dans la cuisine. Claude lui raconta le diagnostic, chaque mot sortant avec difficulté, comme si le fait de parler rendait tout plus réel. Élise écoutait en silence, les yeux écarquillés par le choc et l'incrédulité. « Comment ça, en phase terminale ?» demanda-t-elle, presque à voix basse. « Le médecin a dit qu'il n'y avait pas de remède. »« Il ne me reste que quelques mois, » répond Claude, les yeux larmoyants. Élise reste silencieuse un moment, puis se lève brusquement. « Je n'en reviens pas. J'ai besoin d'un peu de temps pour réfléchir, » dit-elle en quittant précipitamment la cuisine. Au cours des jours suivants, l'atmosphère dans la maison devint insupportablement tendue. Élise évite Claude, incapable de faire face à la réalité qui s'impose à eux. Lucien, bien que jeune, se rend compte du changement et s'éloigne de son père, se plongeant encore plus dans ses jeux et ses réseaux sociaux. Un soir, Claude entend Élise pleurer doucement dans sa chambre. Il est entré, se sentant impuissant. « Élise, je sais que c'est difficile pour nous tous, mais j'ai besoin de toi maintenant. Nous devons faire face ensemble, » dit-il en essayant de la réconforter. « Je ne sais pas si je peux, Claude. »« C'est trop pour moi, » répond-elle, les yeux pleins de larmes. Claude tente de se rapprocher, mais Élise s'éloigne en disant « J'ai besoin d'espace ». Cette phrase résonne douloureusement, faisant écho à l'isolement croissant entre eux. Quelques semaines passent et la situation ne fait qu'empirer. Élise commence à passer plus de temps loin de la maison, disant qu'elle a besoin de déconnecter un peu. Claude sait ce que cela signifie, elle fuit. Lucien, quant à lui, commence à passer des nuits chez des amis, évitant autant que possible l'atmosphère pesante. Un jour, Claude rentre d'une séance de chimiothérapie et trouve la maison vide. Élise avait pris ses vêtements et quelques affaires, et Lucien avait laissé un petit mot, « Je vais rester un peu chez maman ». Claude s'effondre sur le sofa, sentant le poids de l'abandon écraser son cœur déjà fragile. Au cours des semaines suivantes, Claude doit apprendre à gérer sa solitude. Le silence dans la maison est presque insupportable, mais il n'a pas le choix. Ses amis et ses voisins ont essayé de l'aider, mais la douleur de l'abandon par sa propre famille était quelque chose qu'il était le seul à pouvoir affronter. Même dans les moments les plus difficiles, lorsque la douleur physique et émotionnelle semblait insupportable, Claude a cherché un moyen de donner un sens à ses derniers jours. Déterminé à ne pas céder au désespoir, Claude a commencé à consacrer son temps à des projets qu'il avait toujours voulu réaliser. Il a commencé à écrire ses mémoires, consignant des moments particuliers et des leçons de vie qu'il espérait que Lucien lirait et comprendrait un jour. Il a également commencé à faire des recherches sur les associations caritatives, ressentant le besoin de laisser un héritage positif. Au fil du temps, Claude a trouvé un nouveau moyen de donner un sens à ses journées, en transformant sa douleur en but. Il s'est rapproché d'une organisation qui aidait les enfants défavorisés et a décidé que sa fortune irait à cette cause. Même seul, il a trouvé la force et la paix en sachant qu'il faisait quelque chose de bien pour les autres. Ainsi, au milieu de la trahison et de l'abandon, Claude a trouvé le moyen d'affronter sa peur de la mort avec dignité et détermination, en consacrant ses derniers jours à quelque chose de plus grand que lui. Des mois se sont écoulés depuis que Claude a été abandonné par sa femme Élise et son fils Lucien. Il avait réussi à trouver un peu de réconfort et un but en consacrant son temps et ses ressources à de nobles causes. À cette époque, Claude avait fait don de sa fortune à une organisation caritative qui soutenait les enfants défavorisés, croyant que ce geste pourrait apporter un peu de lumière dans des vies en situation difficile. Élise et Lucien, quant à eux, vivent une réalité bien différente. Élise s'est installée chez une amie et Lucien vit de façon plus indépendante, sans son père. La distance entre eux et Claude n'a fait que s'accroître, tandis que la vie suivait son cours.
Ils parlent peu de l'homme qu'ils ont laissé derrière eux. Un jour, Élise reçoit un appel d'une vieille connaissance qui connaît la situation de Claude. « Élise, tu sais que Claude est très malade, n'est-ce pas ?» dit la voix à l'autre bout du fil. « Oui, je sais qu'il est malade, mais ça fait un moment qu'on n'a pas été en contact, » répond Élise en essayant de masquer son malaise. « Il paraît qu'il n'a plus beaucoup de temps. »« Tu devrais aller le voir », insiste la voix. Après avoir raccroché, Élise devient pensive. Elle commence à se demander ce qu'il adviendra de l'héritage de Claude. La perspective de perdre sa fortune la fait revenir sur sa décision de déménager complètement. Elle en parle à Lucien. « Lucien, je crois qu'il faut aller voir ton père, » dit Élise. « Pourquoi ? » « Il nous a d'abord abandonnés avec toute cette histoire, » rétorque Lucien, dépité. « Ce n'est pas ça, mon fils. Et puis, il y a la question de l'héritage. » « Nous avons besoin d'assurer notre avenir, » répond Élise, tentant de justifier son changement d'attitude. Convaincu par l'argument, Lucien accepte de rendre visite à Claude. Ils se préparent à retourner à la maison où ils ont vécu ensemble, mais avec des intentions différentes de celles qu'ils avaient il y a quelques mois. En arrivant à la maison, ils remarquèrent la façade un peu négligée, signe que Claude était vraiment faible. Élise respire profondément avant d'ouvrir la porte, avec un mélange de nervosité et d'impatience. Lucien, le regard lointain, suivit sa mère. « Claude ?» appela Élise en entrant dans la maison. Claude était dans le salon, assis dans son fauteuil préféré, en train de lire un livre. Il leva les yeux en entendant la voix familière. « Élise !»« Lucien, que faites-vous ici ?» demanda-t-il, surpris. « Nous sommes venus voir comment vous alliez, » dit Élise en essayant de paraître sincère. « C'est vrai ?» Claude ne peut cacher la suspicion dans son ton. Il savait que cette visite soudaine n'était pas due à une simple préoccupation. Lucien regarda la pièce d'un air un peu gêné. « Ça fait un moment que je n'ai pas vu cet endroit. » Claude les observa un moment avant de prendre la parole. « Je suis surpris que vous soyez venus. Surtout après si longtemps. Nous voulions savoir comment vous alliez, et... Il faut aussi qu'on parle de choses importantes, » dit Élise en essayant d'aller à l'essentiel. Claude savait que cette conversation mènerait inévitablement au sujet de l'héritage. Il ferma le livre et le mit de côté, regardant directement Élise. « Je crois que je sais de quoi vous voulez parler. »« Oui, Claude. Nous avons besoin de connaître le testament. »« Ce que tu nous as laissé, » dit Élise, l'admettant enfin. Claude respire profondément. « Élise, Lucien, je suis désolée, mais il n'y a rien pour vous. J'ai tout donné à l'association. » Les visages d'Élise et de Lucien changent. La surprise fait place à la fureur. « Quoi ? Tu as tout donné ? Comment as-tu pu faire ça ?» s'écria Élise, incapable de maîtriser sa colère. Lucien, tout aussi choqué, regarde son père. « Tu n'as pas pensé à nous ? À nos besoins ? » Claude est resté calme. « Oui, je l'ai fait. J'ai beaucoup réfléchi. Et j'ai compris que te laisser de l'argent ne servirait à rien. Il faut que tu apprennes à valoriser ce qui compte vraiment. » Élise, toujours furieuse, quitte la pièce en tapant du pied, tandis que Lucien, confus et blessé, reste immobile, essayant d'assimiler ce qu'il vient d'entendre. Élise et Lucien sont restés bouche bée après la révélation de Claude sur le don de toute sa fortune à une association caritative. La fureur et la surprise initiale ont cédé la place à un profond questionnement intérieur. Ils s'assirent dans la cuisine en silence, chacun perdu dans ses propres pensées. « Comment a-t-il pu nous faire ça ?» murmura Élise, plus à elle-même qu'à Lucien. « Toute notre vie, tout ce pourquoi nous avons travaillé. » Lucien, qui essayait encore d'assimiler la nouvelle, regarda sa mère. Lucien, toujours en train d'essayer d'assimiler la nouvelle, regarde sa mère. Il a dit que c'était pour une œuvre de charité. Il a vraiment fait ça ? Il faut vérifier, répond Élise, déterminée. Je vais appeler son avocat pour connaître la vérité. Quelques jours plus tard, Élise et Lucien se retrouvent au cabinet de l'avocat de Claude, maître Roberto. Il les accueille d'un air solennel, connaissant déjà la raison de leur visite. « Élise, Lucien, je suis désolé de la situation, » dit monsieur Roberto en leur faisant signe de s'asseoir. «
Oui, Claude a fait don de toute sa fortune à l'institution Espoir, qui soutient les enfants défavorisés. C'est un geste généreux et réfléchi. Élise ne peut contenir son indignation. Comment a-t-il pu faire cela sans tenir compte de notre famille? Était-il sain d'esprit? Oui, Élise, répond calmement l'avocat. Claude était parfaitement lucide. Il a pris cette décision après mûre réflexion. Il voulait que sa fortune fasse une différence significative dans la vie de nombreux enfants dans le besoin. Lucien, encore sous le choc, demande « Et maintenant? Qu'est-ce qu'on va faire ?» L'avocat soupire « Nous ne pouvons pas faire grand-chose. La donation a été faite légalement et est irrévocable. » Claude a estimé que c'était la meilleure façon d'utiliser ses ressources. En quittant le bureau, Élise et Lucien se sentent trahis et perdus. Le trajet jusqu'à la maison est silencieux, chacun étant plongé dans ses propres pensées. Arrivée à la maison, Élise s'assoit sur le canapé et regarde le sol. « Il a toujours été égoïste », murmure-t-elle, la voix chargée d'amertume. « Il n'a jamais pensé à la façon dont cela nous affecterait. » Lucien, lui, commença à penser différemment. « Voulait-il nous apprendre quelque chose ?» demanda-t-il avec hésitation. Élise regarde son fils avec surprise. « Enseigner ? En donnant tout et en nous laissant sans rien ? » « Oui, peut-être, » répondit Lucien. « Peut-être voulait-il que nous apprenions quelque chose sur nous-mêmes, sur ce qui compte vraiment. » Au cours des jours suivants, la colère initiale d'Élise s'est transformée en une douloureuse introspection. Elle se remémore les derniers mois et réalise à quel point elle s'est éloignée de Claude, non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement. Lucien, quant à lui, a commencé à lire les mémoires que Claude avait écrites et laissées à son intention, y trouvant une sagesse qu'il n'avait pas perçue auparavant. Il a écrit sur la valeur des petites choses, sur le fait qu'il faut prendre soin les uns des autres, commente Lucien un soir en montrant les écrits à sa mère, peut-être qu'on devrait en faire quelque chose. Élise, encore rancunière, commence à comprendre le point de vue de son fils. Tu as raison. Il voulait nous laisser une leçon, quelque chose qui allait au-delà de l'argent. Avec cette nouvelle prise de conscience, Élise et Lucien ont commencé à réévaluer leur vie et leurs décisions. La douleur et le ressentiment étaient toujours présents, mais ils ont commencé à faire place à une réflexion plus profonde sur leurs propres valeurs et actions. Ils ont décidé de se rendre à l'institution Hope pour constater de visu l'impact de la donation de Claude. À l'institution, ils ont été chaleureusement accueillis. Les enfants, pleins d'énergie et de gratitude, leur ont montré comment le don avait amélioré leur vie. Élise et Lucien sont émus de voir la différence que le geste de Claude a fait. Peut-être qu'il avait raison, dit Élise, les larmes aux yeux, en regardant les enfants jouer. Peut-être devons-nous prendre conscience de la vraie valeur de ce qu'il a fait. Lucien est d'accord. Il voulait que nous fassions quelque chose de bien de notre vie. Honorons-le. Face à la générosité inattendue de Claude, Élise et Lucien rentrent chez eux avec des sentiments mitigés. La visite de l'institution Espoir les a profondément touchés. Les images des enfants heureux et reconnaissants résonnent dans leur esprit et les poussent à s'interroger sur leurs propres attitudes et priorités. Élise, assise à la table de la cuisine, parcourt les lettres que Claude a écrites. Parmi elles, elle trouve une lettre qui lui est spécifiquement adressée. Les mains tremblantes, elle l'ouvre et commence à lire. « Chère Élise, si tu lis cette lettre, c'est que tu es probablement déjà au courant de ma décision de faire don de notre fortune. Je suis conscient que cela peut sembler une trahison, mais j'espère qu'en lisant mes mots, vous comprendrez mes motivations. Pendant les années que nous avons passées ensemble, j'ai toujours travaillé dur pour assurer une vie confortable à notre famille. Cependant, lorsque j'ai été diagnostiquée, j'ai réalisé qu'il y avait des choses plus importantes que l'argent. J'ai compris que, face à la mort, ce qui compte vraiment, ce sont les liens que nous tissons et l'impact positif que nous laissons sur le monde. Je sais que je n'ai pas été un mari parfait et que notre relation a connu des hauts et des bas, mais je vous ai toujours aimé, toi et Lucien. J'espère que, grâce à cette donation, vous pourrez voir que le véritable héritage que je laisse n'est pas l'argent, mais la leçon que nous devons aider les autres et chérir chaque moment ensemble. Je vous aime. Claude. Élise termine la lecture de la lettre, les larmes aux yeux. Elle n'avait jamais pensé que Claude, dans ces derniers jours, aurait pu réfléchir aussi profondément à la vie et à ses priorités.
Elle ressent un mélange de culpabilité et de regret de l'avoir abandonnée au moment où il avait le plus besoin d'elle. Lucien, qui observait sa mère, s'approcha d'elle et lui demanda « Que dit la lettre ?» Élise tend la lettre à son fils et attend qu'il la lise. Lorsqu'il a terminé, Lucien était lui aussi visiblement ému. « Il voulait que nous comprenions la valeur de faire le bien et d'être ensemble, » dit Lucien, la voix brisée. « Je me sens tellement coupable, Lucien. » « Nous aurions dû être là pour lui, » dit Élise, la voix brisée par la tristesse. « Mais maintenant, tout ce que nous pouvons faire, c'est essayer d'honorer sa mémoire et d'apprendre de ses enseignements. » Déterminés à réparer leurs actes et à honorer la mémoire de Claude, Élise et Lucien se consacrent intensément à leur travail à l'institution Hope. La douleur et les regrets qu'ils ressentent alimentent leurs nouvelles actions et ils sont tous deux déterminés à faire la différence. Élise a commencé à mettre ses compétences organisationnelles au service de la gestion de l'institution. Elle s'est rendue compte qu'elle pouvait mettre à profit son expérience professionnelle pour améliorer l'efficacité et étendre la portée des programmes de l'organisation caritative. Elle a commencé à travailler avec l'équipe, organisant des événements caritatifs et des campagnes de collecte de fonds. Lors d'une réunion avec le personnel de l'association, Élise a suggéré « Nous devons accroître notre visibilité. Nous pourrions organiser un événement annuel de collecte de fonds, quelque chose qui impliquerait la communauté et mettrait en valeur le travail que nous faisons ici. » « Je pense que c'est une excellente idée, Élise, » répond Anna, la directrice de l'association. « Cela pourrait vraiment nous aider à attirer plus de donateurs et de bénévoles. » Lucien, quant à lui, s'est consacré à l'interaction directe avec les enfants. Il a passé des après-midi entiers à jouer, à les aider dans leurs études et à leur raconter des histoires sur son père. Les enfants se sont rapidement attachés à lui, voyant en Lucien non seulement un bénévole, mais aussi quelqu'un qui se souciait vraiment d'eux. Un après-midi ensoleillé, alors que Lucien aidait un groupe d'enfants à réaliser un projet artistique, une petite fille, Sophia, lui a demandé « Tu es toujours là, Lucien. » « Pourquoi ?» Lucien sourit et répond « Mon père voulait que je fasse quelque chose de bien de ma vie. Il pensait qu'aider les autres est la chose la plus importante que l'on puisse faire. Je suis donc ici pour honorer ce en quoi il croyait. » L'engagement d'Élise et de Lucien n'est pas passé inaperçu. La communauté locale a commencé à remarquer leur transformation et l'impact positif qu'ils avaient sur l'institution. Cela a incité d'autres personnes à se porter volontaires et à faire des dons, créant ainsi un effet d'entraînement à la gentillesse et à la solidarité. Lors de la collecte de fonds annuelle organisée par Élise, l'association a réussi à récolter une somme record, suffisante pour étendre ses activités et aider encore plus d'enfants. L'événement a connu un succès retentissant et Élise et Lucien ont été applaudis pour leurs efforts et leur dévouement. Après l'événement, Élise et Lucien se sont assis dans le jardin du centre et ont regardé les enfants jouer. « Je crois qu'on a réussi, maman, » dit Lucien, avec un sentiment d'accomplissement. Élise sourit, regarde le ciel comme si elle parlait à Claude. « Oui, on a réussi. J'espère qu'il est fier de nous. » Lucien pose la main sur l'épaule de sa maman, « J'en suis sûr. » Au fil du temps, l'institution est devenue un élément central de la vie d'Élise et de Lucien. Ils ont continué à travailler sans relâche, animés par le désir de faire le bien et de réparer leurs erreurs passées. La douleur du regret s'est transformée en un objectif puissant et positif, apportant une nouvelle lumière dans leur vie. Élise a également commencé à participer à des groupes de soutien pour les personnes qui, comme elle, avaient connu la perte et le regret. En partageant son histoire, elle a aidé d'autres personnes à trouver la force de changer leur propre vie et de chercher la rédemption. Lucien, inspiré par le travail de l'institution, a décidé d'étudier le travail social à l'université. Il souhaitait approfondir ses connaissances et ses compétences afin d'aider encore plus de personnes. Son expérience à Esperanza est devenue une base solide pour son avenir professionnel et personnel. La tragédie initiale qui a failli détruire la famille s'est ainsi transformée en une opportunité de croissance personnelle et de réconciliation. Le parcours d'Élise et de Lucien a montré que, même dans les circonstances les plus douloureuses, il est possible de trouver la rédemption et un nouveau but.